La mélodie de la machine à coudre était une berceuse familière dans ma vie. Ici, dans le murmure de la soie, mon atelier. Les tissus blancs murmuraient des secrets de mariage à venir, attendant avec anticipation une vie pleine d'amour. Mais aujourd'hui, le bourdonnement rythmique ne suffisait pas à apaiser le nœud dans mon estomac. David, mon mari toujours solidaire, apparut à la porte avec un éclat malicieux dans les yeux. « As-tu entendu parler de Camille ?» soupirai-je tout en enfilant habilement une aiguille. « Oui, à propos du 4e mariage de Margot. »« Non, Camille me l'a déjà dit ce matin. » Margot, la sœur aînée de David, était une contradiction ambulante. Vêtue de la tête aux pieds avec des marques de créateur, elle irradiait un air de supériorité qui pourrait aigrir le lait. Ses mariages, cependant, étaient une autre histoire. 3 allées rapides vers l'hôtel et des sorties encore plus rapides, laissant derrière elle une traînée de maris perplexes. David Rhett. Prépare-toi, mon amour. Connaissant Margot, cette femme ne saurait pas ce qu'est être raisonnable, même si cela mordait dans son sac à main de créateur. Je soupirai. Tu te souviens de son effondrement à cause du ton taupe pour les robes de demoiselle d'honneur? C'était comme si l'apocalypse approchait. Je roulais encore des yeux à ce souvenir. C'est alors que la sonnette stridente rompit le calme bourdonnement de l'atelier. Je levai un sourcil. Sitôt pour un essayage de nuit, nous échangeâmes un regard, une prémonition silencieuse pesant dans l'air. Je dirais, murmurai-je en direction de la porte, que je ne serais pas surpris si une certaine personne décidait d'avancer sa visite. En ouvrant la porte, je me retrouvai face à Margot, ses ongles parfaitement manucurés tapotant impatiemment sur un sac Louis Vuitton. Ses lèvres étaient pincées dans une ligne de désapprobation, un contraste frappant avec les visages joyeux et pleins d'espoir des mariés qui visitaient habituellement mon atelier. « Élise, dit-elle d'un ton condescendant, quel plaisir de te voir. J'espère que tu as dégagé ton agenda pour les prochains mois. » Je forçai un sourire, en serrant les dents. « En fait, Margot, j'ai déjà plusieurs mariés réservés. »« Oui, oui, des chéris à leur premier mariage, interrompit-elle, en agitant la main avec dédain. « Mais ceci, ma chère, est mon 4e mariage, une occasion marquante. Tu ne refuserais sûrement pas à ta propre sœur le privilège de concevoir sa robe. » Sœur était un terme généreux pour Margot. Nous nous tolérions, dans le meilleur des cas, et l'idée de passer des mois à travailler sur sa robe de mariée me remplissait de terreur. Bien sûr, Margot, articulai-je, en forçant un sourire qui ressemblait plus à une grimace. Mais concevoir une robe de mariée est un processus méticuleux, cela prend du temps. Margot m'interrompit d'un reniflement hautain. Le temps, c'est de l'argent, ma chère, et je suis plus que disposée à payer pour ton expertise. Son ton était sarcastique, l'implication claire. Elle considérait mon talent comme un simple service, non pas une forme d'art. En fait, Margot, commençai-je, avec une résolution ferme dans ma poitrine, mon tarif habituel pour une robe de mariée de ce calibre est de 5000 pesos. Absolument scandaleux, s'exclama-t-elle, en attrapant ses perles dans une horreur feinte. Pour une simple robe pour un 4e mariage? Allons, Élise, sois raisonnable. Margot, dis-je d'une voix ferme, la complexité du design, la qualité du tissu, tout cela influence le prix. Elle se moqua. Intriquée, ma chère. Je pense à quelque chose de simple mais élégant. Peut-être une touche de dentelle, quelques perles, du tissu blanc, rien de trop exagéré, tu sais, considérant que ce n'est pas exactement ma première fois. Je serrai la mâchoire. Du blanc pour un 4e mariage? Ce n'est pas vraiment simple ni élégant, Margot. Peut-être qu'une couleur plus sobre serait plus appropriée. Un éclat dangereux brilla dans ses yeux. Ne pense même pas à suggérer ce monstre de rose poussiéreux que tu as imposé à Camille. Pourquoi pas? La couleur de la pureté, Margot, et la pureté est exactement ce que tu cherches. La pureté était le dernier mot que j'associerais à Margot, avec 3 ex-maris et un sentier de cœur brisé long d'1 kilomètre. Écoute, Margot, soupirai-je, en essayant une approche différente, que dirais-tu de jeter un coup d'œil à quelques croquis, de discuter des tissus et ensuite de parler du prix? L'heure suivante fut une leçon magistrale de frustration. Margot rejetait chaque suggestion de design, plissait le nez à chaque échantillon de tissu et insistait pour ajouter toujours plus de brillant à chaque itération. Plus de cristaux ici, disait-elle, en touchant un croquis avec un ongle parfaitement manucuré, et une traîne plus longue, tu ne crois pas? Une femme ne peut jamais avoir trop de traînes le jour de son mariage. Je serrai les dents,
me rappelant que les exigences exagérées de Margot ne paieraient pas les factures si je ne parvenais pas à la satisfaire. Enfin, après une éternité de va-et-vient, nous nous mîmes d'accord sur un design, une robe blanche sans bretelles, avec une jupe volumineuse et suffisamment de cristaux pour aveugler un petit pays. Et le prix de cette œuvre d'art? Margot se laissa tomber dans un fauteuil luxueux. En tenant compte de la complexité du design, hésitai-je, cherchant une manière polie de le dire, et de la quantité extravagante de décoration, le total s'élève à 3000 pesos. Les yeux de Margot s'agrandirent. 3,000? Tu es sérieuse, Élise? C'est du vol. C'est un prix juste, rétorquai-je d'une voix ferme. Mon équipe et moi allons consacrer d'innombrables heures à créer cette robe. Écoute, dit-elle, sa voix prenant une douce intonation. Que dirais-tu d'un petit rabais familial? Les belles-sœurs doivent prendre soin les unes des autres, n'est-ce pas? Je la regardai, incrédule. Un rabais familial, après toutes les insultes et les exigences? L'audace de cette femme. Margot, dis-je, en prenant une profonde inspiration. Considère ceci comme mon offre finale, 3000 pesos. Pas un centime de moins. Finalement, elle accepta, mais comme si elle me faisait une faveur. Quelques semaines plus tard, lors de l'essayage suivant, elle fit une déclaration frappante. Étant donné que c'est une affaire de famille, commença-t-elle, sa voix dégoulinant de condescendance, je pensais que nous pourrions peut-être éviter toute cette histoire d'échange d'argent. Mama Quartamba. Éviter l'échange d'argent, Margot? Cette robe a pris des semaines à être réalisée. Mon équipe et moi avons consacré d'innombrables heures. Mira, querida, interrompit Margot, agitant une main de manière désinvolte, pense à cela comme un cadeau de mariage de ta chère belle-sœur. Une manière de te montrer mon soutien pour mon 4e voyage à l'hôtel. Ma pression artérielle s'est envolée. 3000 pesos était une somme importante, sans parler des innombrables heures de travail. Une robe gratuite comme cadeau de mariage? Quelle audace de cette femme! Margot, dis-je, ma voix tendue de colère, je t'ai déjà accordé une réduction de 30%. Mon équipe mérite d'être payée pour son travail. Elle se moqua. Oh, allons, Élise. Ne sois pas si mesquine. Ce n'est qu'une robe. De plus, pense à la publicité. Me voir, moi, Margot Kensington, portant ta création à mon mariage. Publicité inestimable, ma chère, publicité inestimable. Cette femme vivait véritablement dans un monde de ses propres délires. Je n'allais pas lui permettre de piétiner mon entreprise et moi. Margot, dis-je avec fermeté, mon offre finale est de 3000 pesos, pas un centime de moins. Son sourire disparut, remplacé par un froncement de sourcils furieux. Très bien, cracha-t-elle d'une voix chargée de venin, mais ne crois pas que cela en reste là. Tu regretteras de m'avoir contré. Sur ces mots, elle sortit en tempête de l'atelier, me laissant sans voix et furieuse. Ce soir-là, je racontai tout l'épisode à Victor, espérant qu'il serait de mon côté. À mon soulagement, il l'était. Cette femme est folle, dit-il en secouant la tête, 3000 pesos est plus que juste. Tu ne lui dois même pas une seule couture gratuite. Alors que je commençais à me détendre, le téléphone sonna. C'était la mère de Margot, ma belle-mère. Je sentis mon estomac se retourner. Gérer Margot était déjà suffisant, l'idée de devoir apaiser les deux me remplissait de crainte. Élise, commença ma belle-mère d'une voix remplie de préoccupation. J'ai entendu parler du désaccord avec Margot. S'il te plaît, ne pourrais-tu pas faire la robe en tant que cadeau de mariage de notre famille? Mon cœur se serra. Une partie de moi voulait refuser, rester ferme, mais une autre partie, la plus sentimentale, ne supportait pas l'idée de décevoir ma gentille belle-mère. Très bien, soupirai-je, les mots laissant un goût amer dans ma bouche, mais considère cela comme un cadeau de Victor et moi, pas un simple présent. Ma belle-mère poussa un soupir de soulagement. Merci, Élise, dit-elle d'une voix pleine de gratitude. Margot a sa manière de parler, mais je sais qu'elle apprécie ton talent. Cette robe signifiera beaucoup pour elle. Je n'en étais pas si sûre, mais je me mordis la langue. La dernière chose dont j'avais besoin, c'était une autre dispute, surtout avec ma belle-mère. La robe devenait une véritable œuvre d'art. Une démonstration de dentelle blanche et de détails délicats faits à la main. Chaque point était un témoignage silencieux des heures que mon équipe et moi avions consacrées à créer la robe de mariée rêvée de Margot. Cependant, le plaisir de la création était assombri par la tension constante de sa prochaine visite. Une semaine avant le mariage, Camille, l'une de mes meilleures amies et connaissances de Margot, appela. Nous parlâmes du mariage à venir,
l'excitation pétillant dans sa voix. Peux-tu croire que le jour approche déjà? S-exclama-t-elle. J'ai même jeté un coup d'œil à la liste des invités l'autre jour. La liste des invités? Mon estomac se retourna, une étincelle d'anxiété s'allumant en moi. Oui, dit Camille, inconsciente de mon inquiétude soudaine. C'est plutôt vaste, tous les mondains et l'élite dont Margot se vantait. Un frisson glacé me parcourut. Et tout le monde est invité? Demandai-je d'une voix tendue. Tout le monde qui compte, bien sûr, répondit Camille avec désinvolture. Puis, remarquant un changement dans mon ton, elle ajouta. Pourquoi, Élise? Il y a un problème? Incapable de contenir la panique montante, je lâchai. Suis-je sur la liste, Camille? Le silence se prolongea à l'autre bout du fil. Élise, je ne vois pas ton nom. Le sang quitta mon visage. Tu ne vois pas mon nom? Répétai-je, incrédule. Un murmure de sympathie envahit la voix de Camille. Attends, laisse-moi vérifier encore. Il y eut un bruissement de papier, suivi d'un autre lourd silence. Non, Élise, admit-elle finalement avec une touche de tristesse dans sa voix, tu n'es définitivement pas sur la liste. Le choc se transforma en colère. Margot, après tout le travail, les interminables révisions et le coût exorbitant, avait l'audace de m'exclure de son mariage. Mes mains se serrèrent en poing. Je raccrochai le téléphone, l'esprit en ébullition. Victor entra dans la pièce à ce moment-là, le front plissé de soucis. Que se passe-t-il, Élise? On direct K2 as view on Phantom. Je racontai toute la conversation avec Camille, ma voix tremblait, mélangeant douleur et colère. Le visage de Victor reflétait ma propre indignation. C'est incroyable, s-exclama-t-elle. Après tout ce que tu as fait pour elle. Nous appelâmes immédiatement Margot. Lorsqu'elle répondit, sa voix était joyeuse et joviale. Élise, ma chère, comment va ma robe? Victor me prit le téléphone des mains. Ne nous sors pas ton ma chère, Margot, dit-il d'une voix froide et dure, nous savons que tu n'as pas invité Élise à ton mariage. Un soupir surpris échappa à Margot. Oh, mon cher, feignit-elle l'innocence, c'est de cela qu'il s'agit? Tu comprends sûrement que c'est un événement très exclusif, uniquement pour la crème de la société, tu vois. Après ces mots, elle raccrocha le téléphone. Victor et moi échangeâmes des regards enflammés pendant qu'il terminait l'appel. L'air crépitait d'indignation. L'audace de Margot m'avait poussé à bout. Je n'allais pas lui permettre de me piétiner, pas après tout le travail acharné et les larmes versées pour sa précieuse robe de mariée. Une étincelle espiègle s'alluma dans mes yeux. Vengeance, un mot délicieux, dansait sur ma langue. Margot voulait de l'exclusivité, je lui donnerais de l'exclusivité. Une surprise le jour de son mariage qu'elle n'oublierait jamais. Le jour de l'essayage final arriva, et Margot entra comme un ouragan de sourires forcés et de lunettes de créateur. Cette fois, cependant, ses exigences habituelles furent remplacées par une impatience nerveuse. Le mariage était dans 2 jours, et la pression la touchait visiblement. « Allez, ma chère, dit-elle en inspectant la robe avec un œil expert. Finissons en, je n'ai pas toute la journée. » L'essayage final se déroula comme une pièce de théâtre soigneusement orchestrée. Margot, avec sa tête dure et ignorante, se plaignait et exigeait des modifications insignifiantes. Cette fois, cependant, je jouais le rôle de la couturière patiente à la perfection, tout en réprimant un sourire qui menaçait de se dessiner sur mon visage. Il ne reste qu'un petit détail, mentis-je doucement, une fois qu'elle eut enfin épuisé sa liste de défauts imaginaires, une petite décoration à l'arrière qui nécessite un travail manuel délicat. Je le terminerai dans 2 jours. Margot, toujours impatiente, s'irrita du délai. 2 jours? Sérieusement, Élise? Tu ne peux pas le faire maintenant? C'est une pièce très complexe, ma chère, répondis-je, ma voix dégoulinant de fausse sympathie. Crois-moi, il vaut mieux ne pas y toucher avant la dernière minute. De plus, tu veux que ta robe soit absolument impeccable lorsque tu marcheras vers l'autel. Sa vanité surpassa ses soupçons. D'accord, grogna-t-elle en cédant enfin. Assure-toi juste d'arriver tôt le jour du mariage. Je ne veux aucun contretemps de dernière minute. D'un geste triomphant de sa main manucurée, elle quitta la boutique, me laissant seule avec un sourire espiègle sur le visage. L'air crépitait. Je passai à l'action. À l'arrière de la boutique, une boîte, mon arme secrète, m'attendait. Je l'avais préparée à l'avance, son carton robuste était ma toile vierge pour mon chef-d'œuvre de vengeance. Mais j'avais besoin de quelque chose de plus. Fouillant dans mes chutes de tissu,
je trouvai un morceau restant. Le polyester le plus bon marché et insipide que j'avais pu trouver, d'une teinte vaguement similaire à l'ivoire de la dentelle de Margot. Avec une précision rapide, je pliai le tissu, créant une silhouette lâche et fluide qui imitait la forme de la robe. Ce ne serait pas une réplique exacte, mais cela faisait partie du plaisir. Cette robe serait une caricature de l'ego gonflé de Margot, un symbole de sa superficialité. Le jour du mariage arriva par une vibrante matinée de printemps, remplie d'une anticipation nerveuse. David et moi nous garâmes discrètement de l'autre côté de la rue, face à la maison de Margot, qui était en pleine effervescence. À travers la fenêtre, nous la vîmes se déplacer frénétiquement, comme un colibri hyperactif, donnant des ordres à une équipe de demoiselles d'honneur et de coiffeurs visiblement dépassés. Prenant une grande respiration, je mis la boîte sur mon épaule, celle que nous appelions maintenant la boîte surprise. Étonnamment, elle était légère, un contraste marqué avec le poids émotionnel qu'elle représentait. David serra ma main, un réconfort silencieux dans son contact chaleureux. Nous montâmes les marches du perron et fûmes accueillis par une demoiselle d'honneur visiblement troublée. « Élise, Victor, que faites-vous ici si tôt ?» demanda-t-elle. « Margot a demandé que je lui apporte la robe directement à l'événement, expliquai-je, en gardant mon calme. » La demoiselle d'honneur se hâta de transmettre le message, laissant Victor et moi seuls dans le hall. L'air vibrait d'une énergie nerveuse, interrompue par les cris lointains de Margot donnant des ordres. Quelques instants plus tard, elle apparut elle-même, un ouragan de tulle et de panique à peine contenu. « Elise t'y voilà. »« Dieu merci. Où est la robe ?» s'exclama-t-elle. « Juste ici, répondis-je en approchant la boîte d'elle. » Margot, inconsciente du chaos imminent, lança une autre commande à une demoiselle d'honneur qui passait, puis se tourna vers nous. « Victor, tu peux rester, et toi, Élise, sors de la maison. La couturière n'a pas sa place ici. » Nous ne discutâmes pas et ne fîmes pas de scandale. Nous quittâmes simplement la maison. Le poids de la boîte fut remplacé par une légèreté dans ma poitrine. Nous retournâmes à notre voiture, tandis que le bruit de la maison occupée s'évanouissait derrière nous. Victor démarra le moteur, une lueur espiègle dans ses yeux. « Et maintenant ?» demanda-t-il. « Maintenant, répondis-je, reflétant son sourire, nous attendons les feux d'artifice. » Ce que nous ignorions, c'était que les feux d'artifice avaient déjà commencé. Alors que nous nous éloignions, la nouvelle du traitement scandaleux de Margot à mon égard se répandait dans la maison comme un incendie. Son frère, déjà furieux de mon exclusion de la liste des invités, était en colère. Sa femme, Camille, une amie proche, attisait les flammes en racontant les détails de l'arrogance de Margot. Le résultat fut une véritable dispute familiale. Le frère de Victor et sa femme quittèrent la maison, refusant d'assister au mariage en signe de protestation. La nouvelle, bien sûr, atteignit Margot au milieu du chaos des préparatifs, mais dans son monde égocentrique, la seule chose qui comptait était la robe. La sonnerie de la porte coupa le calme réconfortant de notre maison, rompant la paix qui régnait. Victor et moi échangeâmes un regard surpris, une question silencieuse dans l'air. Il ne s'était écoulé qu'une heure depuis notre retour de la maison chaotique de Margot. Quel nouveau drame cela pouvait-il être ? Poussant un profond soupir, j'ouvris la porte, me préparant à l'inévitable. Mon cœur se serra en les voyant, une Margot furieuse, ses cheveux parfaitement coiffés maintenant en désordre. Sa mère, une image de résignation fatiguée, et un fiancé déconcerté à ses côtés. Margot, les yeux flamboyants de colère, poussa la boîte surprise vers moi. Le carton, maintenant froissé et déchiré, laissait entrevoir le tissu bon marché, un pathétique substitut à la robe qu'elle attendait. « C'est quoi ce truc ?» hurla-t-elle, sa voix teintée d'une rage à peine contenue. « Ça, chère Margot, répondis-je, ma voix calme mais ferme, c'est exactement ce que tu mérites. » Sa mère, visiblement mortifiée par la scène qui se déroulait, fit un pas en avant. « Margot, calme-toi, que se passe-t-il ici ?» Margot ignora sa mère, son attention fixée sur moi. « Tu as tout gâché, tu as saboté mon mariage. » « Attends une seconde, intervins-je en levant la main, clarifions les choses. Tu m'as exclu de ta liste d'invités, tu m'as traité comme une servante, et tu t'attendais à ce que je te livre une robe de 3000 pesos gratuitement. Ce petit cadeau, dis-je en touchant la boîte froissée, est juste une dose de ta propre médecine. » Son visage devint écarlate. Un étrange gémissement étranglé s'échappa de ses lèvres. Elle se jeta sur moi, les poings serrés, mais sa mère la retint. « N'y pense même pas,
Margot, dit sa mère, sa voix teintée de déception. Cependant, Margot ne put contenir sa fureur. Elle se tourna vers sa mère, lançant des accusations. Tout le monde est contre moi, ruinant le jour de mon mariage. Le fiancé, témoin de cette explosion de tempérament, semblait avoir avalé une mouche. C'est ça qui m'attend après notre mariage? Demanda-t-il d'une voix tendue. Margot s'arrêta brusquement. Elle le regarda, une étincelle de compréhension traversant son visage. Le fiancé, visiblement dégoûté par toute la scène, poussa un profond soupir. Ce mariage est annulé, déclara-t-il fermement. Le visage de Margot se tordit en une expression mêlant choc et incrédulité. Non, tu ne peux pas. Nous pouvons arranger ça. Il secoua la tête, son regard fixe. Je mérite mieux que ce drame. Adieu, Margot. Sur ces mots, il tourna les talons et s'éloigna, laissant Margot sans voix, son rêve de mariage s'effondrant autour d'elle. Un silence stupéfait s'empara du porche. La mère de Margot, secouant la tête de déception, offrit une faible excuse avant de suivre le chemin du fiancé. Margot resta seule, vaincue, le poids de ses actions tombant enfin sur elle. Sans dire un mot, elle descendit la rue, la robe de mariée ou plutôt, la triste imitation d'une toujours à la main. Victor et moi observâmes la scène se dérouler. Une sensation de satisfaction m'envahit. Margot avait reçu une dure leçon d'humilité. Avec un peu de chance, elle ne l'oublierait pas de sitôt. Parfois, une simple boîte en carton suffit à remettre les choses à leur place. Alors que les derniers rayons du soleil couchant teintaient le ciel de tons ardents, mon téléphone vibra. C'était Camille, sa voix teintée d'un mélange de plaisir et d'incrédulité. « Tu ne vas pas croire ce qui vient d'arriver » s'exclama-t-elle. Margot a complètement craqué avec les organisateurs du mariage. « Craqué ?» répétai-je, me préparant à une autre histoire d'auto-absorption de Margot. Apparemment, elle a refusé de leur payer un centime, puisque le mariage n'a pas eu lieu. Elle a fait tout un scandale, criant et hurlant. Les pauvres organisateurs ont dû appeler la police. Mama Quartamba. Margot, dans sa rage aveugle, avait réussi à transformer un désastre personnel en un spectacle public. L'image d'elle se disputant avec la police était presque comique, si ce n'était un peu triste. Elle a été arrêtée? Demandai-je, une curiosité morbide s'éveillant en moi. Pas exactement, rit Camille, mais elle a écopé d'une amende pour trouble à l'ordre public. Apparemment, elle n'était pas très contente de passer sa nuit de noces au poste de police et elle éclata de rire. Bien fait, murmura-t-elle. Les jours suivants furent un tourbillon de ragots et de répercussions. Je me rapprochai du fiancé de Margot, lui présentant mes sincères excuses pour la façon dont les choses s'étaient terminées. À ma grande surprise, il fut aimable. Honnêtement, Élise, dit-il d'une voix chaleureuse, je te dois des remerciements. Voir les véritables couleurs de Margot m'a sauvé d'une vie de misère. La mère de Margot me contacta également. Après avoir expliqué la situation en détail, je vis une lueur de compréhension dans ses yeux. Le calvaire l'avait visiblement affectée, et un silence pesant régnait entre nous avant qu'elle ne parle. Je m'excuse pour le comportement de Margot, Élise, dit-elle d'une voix tendue. J'aurais dû faire plus pour la contenir. Ce n'était pas de ta faute, répondis-je doucement. Quant à Margot, elle devint une paria sociale, humiliée et ostracisée. Elle quitta la ville, incapable de supporter le poids de ses propres actions. David et moi, en revanche, profitâmes de la paix nouvellement trouvée. L'expérience nous avait rapprochés, une victoire partagée contre l'arrogance et le sens du droit. La paix nouvellement découverte que Victor et moi avions commencé à savourer semblait s'être enfin installée. Avec Margot hors de scène et toute la tempête de drame apparemment éteinte, l'air dans notre maison était plus léger. Cependant, l'histoire n'était pas encore tout à fait terminée, quelque chose que nous allions découvrir dans les jours à venir. Tout a commencé un après-midi tranquille. Alors que nous préparions le dîner, le téléphone a sonné. C'était Camille. Son ton, cette fois, n'était pas l'habituel, chargé de commérage ou de divertissement. « Élise, je suis désolée de t'appeler à cette heure, mais je pense qu'il y a quelque chose que tu dois savoir, a dit Camille, d'une voix plus sérieuse que d'habitude. C'est à propos de Margot. Un frisson m'a parcouru le dos. Même si je pensais que tout cela était derrière moi, la mention du nom de Margot a ramené des souvenirs de ce jour où tout s'était effondré. Qu'est-ce qui se passe maintenant, Camille ? Demandai-je, essayant de paraître plus calme que je ne me sentais. Margot est de retour, répondit-elle prudemment.
Apparemment, elle n'a pas trouvé la paix après tout ce qui s'est passé. J'ai parlé à sa mère, et elle m'a dit que Margot cherche à réparer les choses, mais pas de la manière que tu penses. Le ton de Camille m'a mise mal à l'aise. Victor, qui écoutait la conversation depuis la cuisine, s'est rapproché avec un air interrogateur. Réparer les choses ? Demandai-je en levant un sourcil. Que veux-tu dire par là ? Que mijote encore Margot ? Je ne sais pas exactement, mais sa mère a mentionné que Margot enquêtait sur ton entreprise, ton atelier, tes finances, et elle ne fait pas ça seule. Il semble qu'elle ait engagé quelqu'un. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Je n'en croyais pas mes oreilles. Engager quelqu'un ? Pourquoi faire ? Je ne suis pas sûre, répondit Camille, mais ce que je sais, c'est qu'elle prévoit quelque chose qui pourrait nuire à ta réputation. Élise, je sais que cela semble étrange, mais la mère de Margot a parlé de quelque chose à propos d'un avocat et de fausses accusations. Victor a froncé les sourcils en entendant le mot avocat. C'est incroyable, Élise. Cette femme a complètement perdu la tête, dit-il, d'une voix ferme et protectrice. Nous ne pouvons pas laisser cela continuer. Pas après tout ce que nous avons traversé. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de digérer ce que Camille venait de me dire. Si Margot prévoyait vraiment quelque chose, après tout ce qui s'était déjà passé, jusqu'où serait-elle prête à aller ? Merci de m'avoir prévenu, Camille. Je te suis vraiment reconnaissante d'avoir appelé, ai-je dit, essayant de rester calme. Mais, s'il te plaît, si tu entends autre chose, fais-le-moi savoir. J'ai raccroché le téléphone et me suis tournée vers Victor. Mon esprit était plein de questions, mais une chose était claire. Ce n'était pas encore terminé. Nous devons agir vite, a dit Victor, les bras croisés. Si Margot prépare quelque chose de légal, nous ne pouvons pas rester là à attendre. Nous avons décidé de contacter un avocat de confiance, quelqu'un qui pourrait nous conseiller sur la manière de procéder. Le lendemain matin, nous étions assis dans le bureau de l'avocat, expliquant tout ce qui s'était passé jusqu'à ce moment-là. À mesure que je relatais les détails, une sensation inconfortable grandissait en moi. Tout cela avait commencé à cause d'une robe de mariée et de l'ego gonflé de Margot, mais maintenant, il semblait que nous étions sur le point d'entrer dans une bataille bien plus compliquée. L'avocat, un homme plus âgé et expérimenté, nous écoutait attentivement avant de parler. « Ce que vous décrivez est préoccupant, a-t-il dit, se penchant en avant. Si Margot prépare de fausses accusations ou tente de nuire à votre entreprise, il sera important de rassembler des preuves et de nous préparer à nous défendre. Mais, d'un autre côté, si elle n'a pas encore agi, il est possible que nous puissions prévenir tout dommage avant qu'il ne se produise. » Victor a hoché la tête, mais je ressentais toujours un nœud dans l'estomac. Je ne veux pas me battre, mais je ne vais pas non plus la laisser me piétiner à nouveau, ai-je dit, avec détermination. Cela est allé trop loin. Après cette réunion, nous avons passé les jours suivants en alerte, attendant un signe des mouvements de Margot. Chaque fois que le téléphone sonnait ou que je recevais un email, mon cœur s'accélérait, craignant que ce ne soit la prochaine manœuvre de Margot. Cependant, les jours passaient sans nouvelles. Il semblait que le chaos était sur le point d'éclater à tout moment, mais il ne se produisait jamais. Jusqu'à ce qu'un après-midi, Victor et moi étions dans l'atelier, en train de revoir quelques commandes, lorsqu'un homme que je ne reconnaissais pas est entré. Il était grand, vêtu d'un costume impeccable et portait une mallette en cuir. « Bonjour, dit-il, sur un ton professionnel. Mon nom est Luca Moretti, avocat de Madame Margot Kensington. Je suis ici pour vous remettre ces documents. » Mon estomac s'est retourné. Luca ouvrit la mallette et en sortit une enveloppe. Je n'arrivais pas à croire que cela se produisait vraiment. « Ma cliente a décidé de prendre des mesures légales contre vous, a continué Luca, d'un ton froid. Voici les accusations détaillées. Je vous conseille de les lire attentivement et de contacter votre avocat dès que possible. » Victor, à mes côtés, fit un pas en avant, son regard dur comme la pierre. « De quoi s'agit-il ? » a-t-il demandé, prenant l'enveloppe. « Je ne peux pas discuter des détails, répondit Luca, mais ma cliente pense qu'elle a un dossier solide. Je vous souhaite bonne chance. » Sur ces mots, il se retourna et sortit par la porte, nous laissant avec l'enveloppe dans les mains et une sensation d'effroi dans la poitrine. Nous nous sommes assis dans le petit bureau de l'atelier et avons ouvert l'enveloppe. Les accusations que nous avons trouvées à l'intérieur étaient ridicules. Margot affirmait que j'avais délibérément endommagé sa robe, causé un stress émotionnel, incroyablement, que j'avais facturé des prix gonflés pour obtenir des bénéfices indus.
Mon esprit tournait. Comment pouvait-elle inventer quelque chose d'aussi absurde? C'est un non-sens complet, murmurai-je, incrédule. Rien de tout cela n'est vrai. Je le sais, dit Victor, en regardant les pages avec mépris, mais nous devons prendre cela au sérieux. Margot joue sale, et si nous ne l'arrêtons pas, elle pourrait vraiment nous causer des ennuis. Nous avons recontacté notre avocat et lui avons remis les documents. Tandis qu'il examinait chaque ligne, son visage est resté impassible, mais je savais qu'il était aussi surpris que nous par l'absurdité des accusations. Élise, Victor a-t-il finalement dit, cette action en justice n'a aucun fondement solide, mais cela ne signifie pas que nous ne devons pas agir. Nous pouvons riposter pour diffamation si nécessaire, mais d'abord, je pense que le mieux serait de tenter de régler cela en dehors des tribunaux. Une idée m'est venue à l'esprit à ce moment-là, quelque chose que j'avais évité mais qui semblait inévitable. Parler directement à Margot. Ce soir-là, j'ai décidé de faire l'impensable. J'ai appelé Margot. Je ne savais pas si elle allait répondre, mais après 3 sonneries, j'ai entendu sa voix de l'autre côté de la ligne. Il y avait une note de surprise dans sa voix. « Élise, je ne m'attendais pas à ton appel. Margot, cela doit s'arrêter. Tu sais que les accusations que tu fais ne sont pas vraies. Tu sais que j'ai toujours agi de bonne foi avec toi, malgré tout. » Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. Puis, finalement, Margot soupira. « Tu ne comprends pas, Élise. Tout cela est plus compliqué que tu ne le penses. » Mon cœur battait à tout rompre. Que voulait-elle dire par là? Qu'est-ce qui se passait en coulisses que je ne connaissais pas? Compliqué? Répétai-je. Qu'est-ce qui est compliqué dans le fait d'inventer des mensonges pour ruiner mon entreprise? Ce ne sont pas des mensonges, répondit-elle, sur la défensive, mais ce ne sont pas non plus ce qu'ils semblent être. Il y a autre chose en jeu ici, Élise. Et cela n'a rien à voir avec toi. Sa réponse m'a laissé perplexe. De quoi parles-tu, Margot? Ce qu'elle dit ensuite me glaça le sang. Passons maintenant à la conclusion de cette histoire pleine de rebondissements et d'enseignements importants. Lorsque nous regardons tout ce qui s'est passé, des intrigues familiales à la vengeance planifiée, il est impossible de ne pas s'arrêter pour réfléchir à la façon dont nos actions peuvent influencer la vie des personnes qui nous entourent. Margot, guidée par l'orgueil et la vanité, a fini par s'enfoncer dans son propre comportement destructeur, et cette histoire nous enseigne quelque chose de très précieux. Lorsque nous nous laissons emporter par l'ego, les conséquences peuvent être dévastatrices, non seulement pour nous, mais aussi pour ceux qui nous entourent. Combien de fois, dans la vie, agissons-nous de manière impulsive, pensant uniquement à nous-mêmes, sans mesurer les conséquences? Margot croyait que le monde tournait autour d'elle, qu'elle pouvait manipuler et contrôler tout le monde, mais la vérité est qu'à la fin, elle était la grande perdante. Cela nous mène à une leçon importante. L'orgueil, lorsqu'il est alimenté, peut nous aveugler au point de perdre tout ce que nous valorisons le plus. Maintenant, réfléchissons ensemble. Et si Margot avait agi avec humilité, si elle avait demandé pardon et cherché à résoudre les problèmes de manière respectueuse, combien de ces situations auraient pu être évitées? Au lieu de cela, elle a choisi le chemin de l'arrogance et de la vengeance, et elle a récolté ce qu'elle a semé. Cela nous amène à réfléchir à nos propres vies. À un moment donné, nous sommes-nous comportés comme Margot? Nourrissons-nous des rancunes, de l'orgueil ou de l'égoïsme qui pourraient nous nuire à long terme? L'une des grandes leçons que cette histoire peut nous enseigner est le pouvoir du pardon et de l'humilité. Parfois, tout ce que nous devons faire, c'est nous arrêter, respirer et réfléchir avant d'agir. Reconnaître nos erreurs, demander pardon et faire la paix avec ceux qui nous entourent est un chemin bien plus sain et gratifiant que la vengeance ou l'orgueil. Souvent, l'acte de pardonner ou d'être humble est perçu comme une faiblesse, mais en réalité, c'est tout le contraire, c'est un signe de force et de maturité. De plus, nous apprenons aussi que nous devons être responsables de nos attitudes et de leur impact sur les autres. En cherchant à se venger, Margot n'a pas seulement détruit son propre bonheur, mais elle a aussi blessé les personnes qui se souciaient le plus d'elle. Nos décisions ont un impact, et il est important de réfléchir aux conséquences avant d'agir de manière impulsive. Maintenant, j'aimerais entendre votre opinion. Qu'avez-vous pensé de cette histoire? Avez-vous déjà vécu une situation qui vous rappelle les actions de Margot? Croyez-vous que pardonner est toujours la meilleure voie, même lorsque nous nous sentons lésés? Laissez vos commentaires ci-dessous, car je suis vraiment curieux de savoir comment vous voyez ces situations. Le dialogue avec vous, qui suivez la chaîne Histoire de la vie, rend notre contenu encore plus enrichissant. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune des prochaines histoires. Maintenant,
je veux partager un message qui va au-delà de cette histoire et qui peut profondément transformer nos vies. Vous savez, tout comme Margot, nous nous laissons souvent emporter par l'orgueil, l'égoïsme, et nous finissons par nous éloigner des autres et même de Dieu. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe un chemin de retour, un chemin de réconciliation, et il nous a été donné à travers le plus grand acte d'amour de l'histoire, le sacrifice de Jésus-Christ pour nous. Dans Jean 3h16, il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Ce verset nous rappelle l'immense amour que Dieu a pour chacun de nous. Il nous aime tellement qu'il a envoyé son propre Fils, Jésus, mourir pour nos péchés, afin que nous puissions être pardonnés et avoir une nouvelle vie. C'est la plus grande démonstration d'amour qui ait jamais existé. Dieu nous aime d'un amour inconditionnel, et son désir est que nous acceptions tous ce cadeau merveilleux qu'est le salut. Peut-être que, tout comme Margot, vous vous êtes égaré à un moment donné, que vous avez pris de mauvaises décisions ou que vous vivez un moment d'orgueil et d'égoïsme. Mais sachez qu'il n'est jamais trop tard pour revenir. Jésus est toujours là, les bras ouverts, attendant que vous lui remettiez votre vie. Accepter Jésus comme votre Seigneur et Sauveur est la meilleure décision que vous puissiez prendre. Cela signifie reconnaître que vous avez besoin de Dieu dans votre vie, que vous ne pouvez pas trouver la véritable paix et le bonheur par vous-même. Lorsque nous nous remettons à Jésus, il transforme notre cœur, guérit nos blessures et nous donne une nouvelle chance, une nouvelle vie remplie d'amour et d'espoir. Et si vous sentez qu'il est temps de faire ce pas de foi, d'accepter Jésus dans votre cœur, je vous invite à faire cette prière avec moi maintenant. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur et que j'ai besoin de ton pardon. Je crois que tu es mort sur la croix pour moi et que tu es ressuscité, afin que je puisse avoir la vie éternelle. Aujourd'hui, je te remets ma vie et je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Transforme mon cœur, Seigneur, et guide-moi sur ton chemin. Amen. Si vous avez fait cette prière, sachez qu'un grand changement a commencé dans votre vie. Jésus est avec vous, et il vous aime plus que vous ne pouvez l'imaginer. Si vous avez pris cette décision, partagez-la dans les commentaires. J'aimerais savoir comment s'est passé ce moment spécial dans votre vie. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne Histoire de la vie pour continuer à suivre des histoires qui apportent des leçons de vie et de foi. Que Dieu vous bénisse abondamment.